Bonsoir. Et du coup, je vous demande d'accueillir Thierry Frémaux. Alors, l'idée va être de faire circuler un micro, donc si vous avez des questions ou un commentaire, n'hésitez pas. Vous l'avez évoqué au début du film, que c'était cette volonté de ramener les films Lumière en salle. C'est le deuxième long métrage que vous proposez. Qu'est-ce qui a guidé? Comment est-ce que vous avez sélectionné les films? Parce qu'il y a 120 prises de vue. Comment vous les avez sélectionnés? Comment vous avez composé le film? Alors, il y en a... D'abord, on les a tous, les films Lumière. Moi, je les ai tous dans mon ordinateur. Je les regarde tout le temps. Et certains, je me disais quand même, ça serait bien de les montrer, de les exhumer. Puis d'autres, c'est le contraire. On les a fait restaurer. Et c'est la restauration qui les a rendus splendides. Enfin, ils ont retrouvé tout leur éclat. Et chaque fois, on se disait, on va mettre celui-là, on va mettre celui-là, on va mettre celui-là. Bon, il y en avait trop. Et puis après, il fallait trouver une narration. Et ce film-là est peut-être plus, entre guillemets, beaucoup de guillemets, philosophique, c'est-à-dire sur l'idée de ce qu'est le cinéma et de comment, parce que, encore une fois, l'autre, c'était il y a 10 ans, de comment aujourd'hui le cinéma revient à nous et comment, c'est pour ça que je termine le film là-dessus, non seulement il faut veiller sur le cinéma, mais que veiller sur le cinéma, c'est veiller sur nous tous, sur la société. Le cinéma a fait du bien au monde pendant 130 ans. On n'est pas complètement sûr que les réseaux sociaux fassent du bien. Mais le cinéma, lui, on sait que ça a fait du bien. Chaplin a fait du bien à l'humanité. Et Chaplin, quand il arrivait dans le port de Yokohama, il y avait 300 000 personnes. Et il n'y avait pas de réseaux sociaux pour faire circuler la nouvelle. Donc les gens avaient une sorte de démarche volontaire. Et puis, et sur la qualité des restaurations, il y a aussi un truc qui saute aux yeux, mais pour toute l'histoire du cinéma, la beauté crée de la bonté. Et on voulait dire ça, que ces films-là, qui parfois, pour certains d'entre eux, ont été à l'époque beaucoup vus, puis pour d'autres, peu vus, mais on s'est dit, on va le faire au XXIe siècle. Et donc, il y avait encore des choses à raconter, des mouvements d'appareil, parce que, par exemple, les films Lumière ne se racontent pas. Vous ne pouvez pas dire, celui-là, il parle de ça, il parle de ça, parce que ce sont des formes de cinéma, et c'est en ça qu'ils sont modernes. Les films Lumière, c'est toujours de la mise en scène. Donc nous, on est cinéphiles, alors on voulait dire, c'est quand même pas mal d'ailleurs de se dire que ceux qui ont pris la caméra la première fois l'ont utilisée. Wim Wenders a écrit des choses très belles là-dessus. Il avait dit « Bresson, lumière ». À un moment, quand on sait ce que ces gens ont fait avec une caméra, on est heureux que ça ait été inventé. Et il a dit une autre chose très belle. Ça, il nous l'avait dit quand il était venu à Lyon il y a des années et des années. Il avait dit « Les films Lumière, on peut leur faire confiance ». C'est-à-dire, ce qui est devant la caméra, ce qui est dans le film, c'était ce qu'il y avait devant la caméra. Il n'y a rien entre le réel et le film. Évidemment, là, on est en 2026, il n'y a que plein de trucs entre la réalité et les films. Et évidemment, l'intelligence artificielle, etc. Donc, il disait, les films, on peut leur faire confiance. Et je crois que c'est ça, une grande partie de l'histoire du cinéma. Pardon, Luc, je dis ça pour toi, mais les films des frères Dardenne, on peut leur faire confiance. Qu'on aime ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, on sait que ce qu'ils ont voulu dire, c'est ce qu'on voit. Ils nous prennent pour les spectateurs intelligents, pour les spectateurs... Bon. Et aujourd'hui, on ne sait plus. Les films sont tous truqués. Il y a plein de choses et on ne sait pas quelle a été à un moment la main de... Et c'est pour ça que je tords le cou à ce cliché. Lumière, c'est le documentaire. Méliès, c'est la fiction. Donc, je le redis, pardon. Méliès, Lumière, c'est le réel. Et Méliès, c'est la réinvention de ce réel. Et les deux sont super. Moi, j'aime tout. J'aime Avatar et j'aime Bresson, Maurice Pialat. Et tout ça n'est pas une opposition. Tout ça fait la richesse de l'histoire du cinéma. Et
retourner au film lumière, c'est une manière de retourner à l'origine, oui, mais peut-être, ce que je dis à un moment, c'est nettoyer les yeux. Parce que nos yeux sont tellement pollués par tout ce qu'ils ont vu depuis, et a fortiori maintenant, c'est-à-dire c'est le truc de Crans-Montana où les mecs préfèrent filmer l'incendie plutôt que de porter secours à ceux qui sont visiblement avec leur portable. Et le cinéma, ça n'aura jamais été ça. Et tout au long du siècle, le cinéma a eu une sorte d'éthique, mais qui, à mon avis, est presque constitutive de ça. Une caméra, d'abord, si vous faites un film, c'est votre film. Donc, vous le signez, donc vous prenez la responsabilité de vos images. Et Lumière a pris la responsabilité de ces images. C'est pour ça qu'elles arrivent à nous intactes. Aujourd'hui, il y a des images de partout, sur Internet, elles ne sont pas signées. On voit les gens décapités, on voit des trucs horribles. Le cinéma n'a pas fait ça du tout, sauf à ce qu'on découvre un jour réellement l'existence d'un snuff movie, mais ça n'est jamais arrivé. Godard disait « le cinéma n'a pas filmé les camps ». Et c'est pour ça que je dis que le cinéma est un instrument de paix, quoi qu'on puisse voir sur un écran. Mais il y a quelque chose alors, il n'a que 130 ans, donc c'est jeune, c'est un art jeune, mais on se sent bien quand on sait qu'il y a du cinéma. J'ai quand même cette curiosité de me dire, est-ce que vous êtes parti toujours dans la composition même du film, déjà des prises de vue restaurées, ou est-ce que c'est en composant le film aussi que vous avez guidé la restauration de certaines prises de vue? Les deux. Parfois, on avait déjà les films restaurés parce on savait qu'ils étaient très beaux. Pour l'instant, on en a restauré 500, il y en a 2000, et on n'en a utilisé que 250 en tout. Donc, il y en a qui ne se révélaient pas forcément pertinents à être montrés là. Et puis d'autres, la narration du film fait que... Mais il y avait ce film-là, alors hop, on le faisait restaurer. Et en effet, ça allait bien. Et puis, il y a ce film japonais qu'on n'a pas pu restaurer, qu'on pourrait restaurer avec l'intelligence artificielle. Mais ça, on n'a pas voulu le faire. On ne veut pas le faire, tout simplement. Mais il était tellement beau qu'on a dit, même abîmé, le film dit quand même sa propre force, sa propre qualité, quoi. Est-ce qu'il y aurait déjà une question? Non, moi je veux bien la musique, savoir, parce qu'il y a pour moi un vrai dialogue entre la musique et les images. La musique, c'est... Alors sur Lumière, il n'y a pas d'archives, il n'y a rien. On ne sait rien, on a plein de photos, plein de choses. C'était une famille très rigolote, très unie, très humaine. J'ai toujours coutume de citer Coluche en disant pour les Lumières, ce n'étaient pas des nouveaux riches, c'était des anciens pauvres. Et ils n'ont jamais oublié ça. Parce que, par exemple, quand ils sont devenus riches, ils se sont exilés dans un arrondissement éloigné de Lyon, parce que les terrains n'étaient pas chers, pour fabriquer l'usine de plaques photographiques, qui va leur apporter la fortune, qui fait que ils travaillent moins, enfin, ils s'occupent de l'usine. Ils ont beaucoup d'argent. Le père veut s'en occuper, mais il n'a pas le sens des affaires. Donc, il lui donne une rente en disant « Bon, papa, faites votre vie, mais venez pas nous emmerder dans la gestion de l'usine ». C'est pour ça que c'est lui qui est à Paris, parce qu'il fait la vie. Et c'est lui qui découvre le kinétoscope Edison, ce par quoi commence le film. Et quand ils deviennent riches, ils ne vont pas dans les beaux quartiers de Lyon. Le Château Lumière, l'Institut Lumière, la Villa Lumière, c'est dans ce quartier de Montplaisir. Là où globalement, là où la Société Lumière est née. Et oui, parce que Edison, donc le grand adversaire, qui techniquement aurait pu le faire, il perd philosophiquement. Lui, il dit non, il faut faire un truc, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut payer. Et il n'a pas compris que ce dont les gens avaient envie, c'est ce que, encore une fois, on a fait ce soir. Mais on dit toujours que... Alors le nom Lumière n'est pas un pseudonyme, puisqu'on pense que... Enfin, on sait que leur aïeul
allumait les réverbères en Haute-Saône. Et donc, c'était l'homme qui apportait la lumière. Donc, lumière. Bon. Donc, il s'appelle Lumière. Les mecs qui inventent le cinéma s'appellent Lumière. Et il l'invente dans un quartier qui s'appelle Montplaisir. Donc, on disait, les lumières de Montplaisir, Edison ne pouvait pas lutter. Et un jour, et un gosse un jour nous dit, ouais, puis alors c'est dingue, ils ont inventé ça rue du premier film. On dit non, ça a été baptisé rue du premier film bien après. Bon, mais, parce qu'au bout d'un moment, et d'ailleurs il y a un autre gosse qui nous a dit, le premier film tourné à Lyon, c'est l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Bon. Donc on s'est dit que le cinéma, ça faisait géographie un peu aussi, leçon de géographie. Mais voilà, donc, mais à part ça, on n'a pas d'archives. Lumière ne se considérait évidemment pas comme un artiste, etc. Et donc, nous, on fait des hypothèses. Et on ne sait pas ce qu'ils écoutaient, mais l'époque écoutait ça. Camille Saint-Saëns pour le premier film et Gabriel Fauré pour celui-là. Et en effet, je vais pas mettre du rap avec ça, quoi. Bon. Donc, il fallait respecter ça. On peut aller à Claude Debussy, on peut aller à la musique de cette époque-là, qui donne le sentiment, en effet, d'un accord avec les images, avec ça. Et le film de la toute fin, je vous assure que rien n'est truqué. On a l'impression que la musique de Gabriel Fauré a été écrite pour ce film, pour les battements de bras du chef d'orchestre. Et donc, on a essayé ça. Et dans l'idée qu'il n'y a pas d'archives, dans le premier film, il y avait, pour ceux qui l'ont vu, il y a un film qui s'appelle La partie d'écarté. Donc, c'est 3 hommes qui jouent aux cartes et un serveur qui vient. Et il y a un tableau de Cézanne qui s'appelle Les joueurs de cartes, qui a exactement le même cadre. Donc là, on ne sait pas. Mais donc, 2 hypothèses. Est-ce que Lumière connaissait ce tableau? Donc, c'est fou, il en a fait un film. Ce qui est malin, et il a fait la première adaptation de peinture, presque, pas d'un roman. Ou alors il ne le connaissait pas, et Lumière, parce que le film a été fait 30 ans après, et Lumière, tout à coup, il a la même idée qu'un artiste comme Cézanne. Donc, on fait comme ça. Par exemple, il y a les films qu'il fait en montagne, dans la mer de glace. Les frères Bisson étaient des photographes célèbres au milieu du XIXe siècle. Et ils ont fait ce type de photos, comme ça, à Chamonix. Et les Lumières, est-ce qu'ils connaissaient ces photos? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils font 2 films, la montée et la descente, qui sont tout à fait similaires. Alors, c'est pour ça que ça ne fait que commencer. D'ailleurs, on va ouvrir à l'automne prochain une plateforme à l'Institut Lumière pour pouvoir voir les films un par un, pas forcément avec d'ailleurs ma voix, genre tais-toi Frémaux, qu'on regarde le film, mais aussi pour que maintenant recommence des études, parce que, encore une fois, à Lyon, au sud de Lyon, il y a la grotte Chauvet, qui est donc le lieu le plus ancien au monde où on a retrouvé des peintures rupestres, où l'homme s'est représenté, enfin, a peint des animaux, etc. Bon, c'était il y a 30 000 ans, et les Lumières, c'est que 130 ans. Donc, encore une fois, venir jusqu'à nous, c'est déjà bien, mais c'est rien. Mais le cinéma n'est plus le même. Et il n'est surtout pas le même qu'il y a seulement 20 ans, à cause de la technologie, même s'il y a des gens qui en protègent l'esprit. Et donc voilà, donc, on pense que montrer ces films-là, et ce que dit Varda au début, c'est vrai. Montrer ces films, c'est pas montrer des trucs anciens. Ça reste quand même quelque chose de très contemporain, de très moderne. Moi, je veux bien vous entendre sur votre voix. Pardon ? Je veux bien vous entendre sur votre voix, puisque vous avez évoqué le fait donc, à l'introduction que vous commentiez, et du coup qu'il y a eu cette idée de pourquoi pas amener ce commentaire vers la salle. Mais je trouve qu'elle nous rend complices. C'est un peu comme si... Oui, alors moi, je ne sais pas qui vous connaît ou pas, mais je veux dire... En tout cas, dans un... Non, alors moi je me déteste, c'est pour ça que je suis vite parti là. Mais c'est Adam Driver aussi, à Cannes, ou Clint Eastwood. Chaque fois qu'il est dans un film, Clint, il me disait, tu viens me chercher au bout de 30 secondes. Et dans le noir, on partait, parce que Clint,
Eastwood veut pas regarder ses films, veut pas se revoir, etc. Et d'ailleurs, en général, moi, je flippais toujours qu'il soit pas là à la fin. Donc, on revenait. Il me dit, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Et moi, j'avais très peur. Et à un moment, c'était pour Mystic River, on revient. Je lui dis, bon, maintenant, on rentre. Hein. Et il ouvre la porte et il fait, il reste 7 minutes. Et il referme la porte. Et il est venu qu'à la fin. Non, ça, c'est Bertrand Tavernier qui m'avait dit, c'est à toi de le faire. Comme c'est toi qui as écrit les textes, c'est à toi de les dire. Parce que si tu ne les dis pas toi-même, on aura le sentiment que c'est un truc de télévision. Or, il faut que ça soit cette offrande-là. Parce que Bertrand, il m'a beaucoup encouragé, en particulier quand j'étais tout jeune et que j'ai commencé à aimer les films Lumière. Il m'a dit, mais tu en parles en cinéphile. Et en effet, moi, je suis aussi historien du cinéma, mais je voulais en parler comme si on parlait d'un film qu'on a vu avant-hier. Et du coup, il m'a dit, bah, vas-y, tout ce que tu racontes en live, réécris-le et fais-le, quoi. Oui, parce qu'il y a l'élan d'une passion et il y a une vraie, à mon sens, volonté de transmission. Oui, oui. Et puis d'ailleurs, évidemment, mais ça, tout le monde le sait, pour tout, en écrivant, les idées viennent. Et en regardant, et parfois, moi, il m'arrive d'en regarder encore en disant, merde, j'ai oublié de dire ça. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, je ne sais pas si on en fera un troisième. L'idée, nous, à Lyon, on voudrait faire un marathon Lumière. Parce que c'est environ 25 heures de film. Et on voudrait les montrer tous. Et puis les gens paieraient 1 euro. À l'époque, c'était 1 franc la séance. Et ils iraient bouffer, ils reviendraient. Et puis nous, on se relayerait pour commenter les films. Alors, à la fin de la nuit, on serait tout bon. Et d'ailleurs, c'était 1 franc la séance quand le journal coûtait 10 centimes. Or, aujourd'hui, en France, Le Monde, Libé, tout ça, c'est 3,50, 4 euros. Fois 10, c'est comme si le cinéma coûtait 40 euros. Donc, arrêtons de dire que le cinéma est cher. Bon, c'est pas vous, je vais dire ça parce que vous êtes là. Mais il y a toujours cette idée, le cinéma est trop cher. Non, le cinéma n'est pas si cher que ça. Ça, c'est moins cher qu'un concert de Beyoncé, quoi. Est-ce qu'il y aurait une question ou un commentaire? Oui, ici. Bon, je suis un peu gênée de poser la question, mais vous dites tout le temps Lumière, en parlant... Enfin, vous ne donnez pas le prénom, et je ne sais pas si c'est les frères Lumière, le père Lumière... Enfin, voilà. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, la sémantique est importante. Alors moi, je dis souvent Lumière. En effet, je ne dis pas les frères Lumière. J'ai jamais beaucoup aimé cette expression, les frères Lumière. Et Lumière, c'est plutôt Louis. C'est plutôt Louis parce qu'il était le mécanicien, le physicien, et il est celui qui trouve le truc. Son frère commence, je le dis dans le film, puis Auguste, donc, et qui était l'aîné, donc peut-être pour ça. Et puis c'est Louis qui finit par résoudre le truc. Et d'ailleurs, dans l'exposition, vous avez une machine à coudre qui s'ingère, puisque c'est à partir de cette idée de la discontinuité de l'entraînement de la pellicule pour l'immobilisation 1/24e de seconde et de la perséance rétinienne qui fait que le mouvement est parfaitement reconstitué, recomposé par la rétine. Et donc, c'est plutôt Louis qui s'est occupé de tout ça. Là, par contre, il y a des courriers et il faut rendre hommage à Jules Carpentier, qui était son ingénieur, son mécanicien, celui qui a réalisé concrètement le cinématographe. Et Auguste était un homme assez attachant. C'est une drôle de famille. Ils sont morts tard. Hein. Louis est mort en 48 et Auguste est mort en 54. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas trop eu de mythologie pendant longtemps, parce qu'ils étaient là. Et Louis était un inventeur. Son petit-fils, qui est plus de ce monde, me disait qu'il avait tout le temps... il avait des outils dans son manteau parce qu'il voulait réparer les trucs. À la fin de sa vie, il voulait inventer le sel en couleur, parce qu'il dit le riz est blanc, le sel est blanc, et quand on sale son riz, on ne voit pas ce qu'on fait. Bon. Donc, ils avaient un côté Géo trouve tout. Et Auguste était plutôt biologiste, chercheur. Il a inventé le tulle gras, c'est-à-dire ils ont sauvé des milliers de grands blessés, de grands brûlés pendant la guerre de 14, parce qu'on appliquait ça
Voilà. Il a inventé un bras mécanique, un bras mécanique pour les amputés de la guerre de 14, mais il n'a jamais voulu passer sa thèse de médecine, mais il avait une clinique à lui. Ils avaient fini par devenir très riches, pas grâce au cinéma, grâce à la photographie. À la fin de sa vie, enfin pendant l'occupation, ils sont des vieux hommes, des hommes vieux pour qui Pétain est le vainqueur de Verdun. Donc ils sont en partie, disons, dans cette France qui n'a pas collaboré du tout, hein, mais qui dit rien. Sauf qu'en même temps, Auguste a son fils qui est dans la Résistance. Ils envoient de la pellicule à Jean-Paul Le Chanois, qui fait un film dans le Vercors, sur la résistance dans le Vercors, qui s'appelle, qu'on voit toujours, qui existe, qui s'appelle Au cœur de l'orage. Il sauve Auguste des familles juives de son usine et il les expédie au Chili. C'est une drôle de famille. Et puis, après la guerre, Georges Sadoul, l'historien du cinéma, l'historien français du cinéma, rend visite à Louis, qui est veuf et qui habite à Bandol, dans le sud de la France, pas loin de La Ciotat. Et Louis devait être le premier président du Festival de Cannes, en 1939. À l'époque, le festival avait lieu en septembre. Il est arrivé le 31 août. La guerre a été déclarée le 1er ou le 2 septembre. Il est arrivé, on lui a dit « Rentrez chez vous, il y a la guerre ». Bon. Mais c'est assez beau, c'est pour ça que le grand amphithéâtre, Luc, s'appelle Lumière, parce que Lumière était le premier président. En 1946, Langlois va le voir, ils vont avoir un dialogue, ils vont faire un livre. Quand même, c'est l'inventeur du cinéma. Parce qu'il faut quand même redire un truc, c'est que la littérature, la peinture, la musique, on ne sait pas où ça a été inventé, ni quand. Là, on sait. Et c'est à Lyon. Évidemment, quand je suis à Lyon, je dis, c'est à Lyon et c'est pas à Saint-Étienne, mais ça, c'est pour faire des blagues de foot. Et à ce moment-là, Sadoul, à la fin, dit à Louis Lumière, il dit, mais où sont les films? Parce que Lumière lui raconte, on a fait ça, on a fait ça. Et Lumière dit, ben, je les ai. Et c'est parce qu'il avait tout gardé que les films ont été conservés. Et là, il y a aussi un truc très intéressant, de comparaison entre Lumière-Méliès, Chaplin, Keaton. Car Lumière a protégé ses films. Donc on peut, ils ne sont pas tous en extra extraordinaires, mais globalement oui, et on peut les restaurer avec l'éclat que vous avez pu voir. Et alors que Méliès, vous savez qu'il a tout brûlé. Un jour de rage, etc. Méliès a détruit son œuvre. Donc on a pu avoir de Méliès que des contre-types, que des copies 35 usées. Et l'œuvre de Méliès n'est pas dans un état extraordinairement... elle est protégée maintenant, mais bon. Comme Chaplin était producteur de ses films, et quand vous voyez, à partir du moment où il l'a été, pas les premiers Keston et tout ça, et quand vous voyez les films Chaplin restaurés, c'est éblouissant. Et Keaton, lui, qui n'était qu'un salarié, acteur, metteur en scène, il ne contrôlait pas ça. Et comme à l'époque du cinéma muet, on détruisait, on ne faisait pas attention aux films, une grande partie de l'œuvre de Keaton n'est pas dans un état éblouissant. Et ça compte, ça, parce que, en effet, la qualité, ce qu'on se met dans l'œil, quand vous voyez, par exemple, la copie restaurée de M. le Maudit de Fritz Lang, mais c'est très, très, très extraordinaire, quoi. Et même, c'est très beau, Nouvelle Vague, le film de Linklater, en noir et blanc, c'est quand même du noir et blanc numérique, c'est pas l'équivalent du 35 noir et blanc de l'époque. Bref, donc voilà, donc oui, je dis les Lumières, ça peut être Antoine, ça peut être Auguste, ça peut être Louis, c'est majoritairement Louis, mais j'y inclus même parfois certains opérateurs. Et on a, par contre, là, on a des archives, des opérateurs qui ont envoyé des lettres à leur mère, maman, je suis au Japon. Parce qu'il faut imaginer, hein, le Japon, c'est l'ère Meiji. Le Japon vient seulement de s'ouvrir à l'Occident et ils sont déjà là-bas, quoi. Et ils ramènent des films. Il faut imaginer l'effet que faisaient ces... Alors, il y avait déjà eu les japonaiseries des écrivains, des photographes, mais quand même, au cinéma, les gens de Paris, les gens de New York voyaient ces films-là. Tout à coup, à New York, on voyait des films tournés à Mexico des films tournés à Alger. Et ça aussi, c'est une idée assez saugrenue de la part
celui qui était devenu une sorte de bourgeois lyonnais, il dit on va envoyer des opérateurs à travers le monde, on va ramener les images du monde. C'est pour ça que Tavernier avait cette belle expression qui était ils ont offert le monde au monde. Et le cinéma continue d'être ça. Moi, j'ai jamais vu de cow-boys et d'Indiens, mais je sais parfaitement ce que sont les cow-boys et les Indiens. C'est le cinéma qui me l'a appris. Voilà. Question ici. Un cow-boy et un indien, on en a dans la cave ici. Là, il y a une question. Là. Ah, pardon. Oui. Je me demandais, tout d'abord, merci pour ce film, mais comment les frères Lumière ont-ils réussi à distribuer tous leurs films dans l'ensemble du monde, en fait? C'est peut-être une question idiote, mais je... Alors, ils avaient, comme ils étaient marchands de plaques photographiques, ils avaient des concessions partout. Ils avaient des correspondants dans tous les pays. Donc, ça les connaissait, la distribution internationale. Et par-dessus ça, ils ont en plus fait des choses précisément du cinéma. Mais par exemple, l'homme qui fait Les Serpentins, Félicien Tréoué, qui était un copain de la famille, donc en janvier 96, il est à La Ciotat, il tourne des films, et il dit, ben moi je vais l'introduire en Angleterre. Et hop, il prend des films, et il ouvre la première salle, l'Empire Théâtre, à Londres, et c'est lui qui a introduit le cinéma comme ça là-bas. Et j'étais à Shanghai il n'y a pas longtemps. On sait que la première projection en Chine a eu lieu à Shanghai. Ils n'ont hélas pas fait de film. Donc on pense que là, on était déjà dans un deuxième rayon. C'était plus les premiers pionniers. C'était les gens qui devaient déjà acheter les films pour faire du spectacle, quoi. Mais là, encore une fois, il y a eu beaucoup d'historiens qui ont travaillé il y a 30 ans pour le centenaire du cinéma, mais il faut un peu tout reprendre maintenant, ça, parce que là aussi, c'est une histoire importante, quoi. Question ici? Oui. Ils ont quand même vu l'évolution très vite du montage et de long métrage. Est-ce qu'ils n'ont jamais tenté le montage ou le long métrage? Alors, non. Le long métrage, non. Le montage, un peu. Ils ont fait des films un peu montés. Mais comme vous savez, le montage a été créé par accident par Méliès. Il y a des films, alors il y a quelques sémiologues qui ont beaucoup travaillé là-dessus, où parfois ils arrêtaient la manivelle, on le voit, et ils recommençaient. Donc il y avait un effet de montage à l'intérieur du même film. Mais le montage, au sens où on l'entend et au sens où Méliès va le faire, c'est lui qui l'invente par accident. C'est-à-dire qu'à un moment, il tourne et puis il s'arrête et quelque chose change dans ce qu'il est en train de filmer, mais il recommence à filmer. Et après, quand il voit le truc, il s'aperçoit que... Voilà. Et ça, on revient d'ailleurs à ce beau film que Chris Marker avait fait sur Alexandre Medvedkin, qui s'appelle Le tombeau d'Alexandre. Et il y a une phrase très belle, justement, sur le montage, qui disait « Il paraît, Alexandre, que lorsque tu as vu... » C'est un pionnier soviétique. « Lorsque tu as vu que deux images mises côte à côte pouvaient créer du sens, tu t'es mis à pleurer. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de voir toutes ces images côte à côte, ces millions d'images côte à côte, et qui n'ont plus aucun sens ?» Et ça me fait toujours penser à ça. Et après, Méliès, il va être l'homme du montage, donc de la magie, de l'illusion, où il recrée à l'écran. Et c'est aussi pour ça que les films Lumière, faut m'arrêter, hein, parce que moi je peux en parler toute la nuit, hein, sont intéressants. C'est que Lumière, encore une fois, ça ne se raconte pas. Les films ne se racontent pas. Les films sont des films de cinéma. Alors qu'une grande partie du cinéma d'après, et à part l'illusion Méliès, ça va se théâtraliser. L'écran, le cadre sera ce que le spectateur au théâtre voit, la scène. Et puis ils feront des trucs devant la caméra qui seront intéressants, qui vont intéresser le public. Mais ça devient autre chose. Et ça dit aussi la modernité et l'originalité de Lumière. Et moi, j'arrive pas à croire que... Enfin non, je suis même sûr qu'ils savaient ce qu'ils faisaient.
Ils ont fait du cinéma tel qu'il était, avec la façon dont ils pouvaient en faire, mais quand même, ils connaissaient la question de l'image, ils connaissaient tout ça. Et aujourd'hui, les plans de 50 secondes, c'est rare. Hein. Même nous, spectateurs, voir un truc pendant 50 secondes, c'est plus l'ouverture de La Soif du mal d'Orson Welles, quoi. On n'a plus de patience au plan. On veut vite passer à autre chose. Alors que là, ça nous oblige à regarder. Et, j'espère que ça a été votre cas, moi ça l'est toujours, on se surprend soi-même d'accepter cette lenteur. Et comme une phrase de Proust, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Et on est content d'y être allé jusqu'au bout. Dominique. Oui. Je ne vais pas prolonger à l'infini, mais vous m'avez lancé parce que vous dites que ça ne raconte pas, mais L'arroseur arrosé, c'est la toute première histoire. Je suis enseignante et chaque fois que je débute mon cours sur les débuts du cinéma, c'est L'arroseur arrosé. Et L'arroseur arrosé, c'est le film qui a fait l'objet de plus de remakes. C'est-à-dire on l'a acheté et il y a un arroseur arrosé anglais dans les BFI Classics, on le montre, et dans les pays de l'Est aussi. Donc ce qui est extraordinaire dans ce que vous avez montré, c'est justement cette démarche proustienne, c'est-à-dire qu'il y a tout le cinéma, il y a toutes les époques. Quand vous montrez le splendide plan des vagues et des rochers, moi c'est l'Avventura d'Antonioni, c'est-à-dire que dans les rochers, il y a toute une histoire. Non, c'est vrai. Et L'arroseur arrosé, qui était l'un des films préférés de Godard, a eu lui-même ses propres remakes, mais aussi dans le film de Christine Pascal, où elle a intégré une scène, et c'était une Lyonnaise, donc elle avait eu à cœur elle-même de faire son propre hommage aux Lumières. Oui, L'arroseur arrosé, c'est vrai que c'est le premier film. Il est tourné en juin 95, donc très tôt, et c'est pour ça que même si ça n'était que ça, dire que Lumière, c'est du documentaire, c'est pas vrai, puisque ça, c'est une fiction, c'est une narration, c'est un gag. Moi, je terminerai avec une question qui est quel est votre premier souvenir de prise de vue lumière, votre première découverte? Alors, je l'ai raconté dans le livre que j'ai consacré à Bertrand Tavernier, puisque c'est là que je l'ai rencontré lui aussi. J'apprends, j'ai 20 ans, je suis à Lyon, je travaille dans une radio libre, et j'apprends que Bertrand Tavernier vient faire une conférence de presse au Château Lumière. Bon, tout ça, je ne savais pas où c'était, je savais confusément que les choses... c'était né à Lyon. Je vais là-bas, je tape l'incruste, et lui, je voulais le voir. Pas pour ça, je voulais le voir, parce que je faisais un travail universitaire sur la revue Positif, qui est née à Lyon. Et lui, il avait écrit dans Positif, et je voulais l'enquêter, mais en fait, j'avais surtout envie de le connaître. Bon. Et je vais là-bas, je me fais tout petit, parce que j'étais très timide. Je ne me sentais pas légitime d'être là. Et il parle, il hurle, parce qu'il était tout le temps en colère, Bertrand. C'était Don Quichotte, quoi. Donc il dit, oui, comment ça se fait que dans cette ville, on n'ait rien fait pour les Lumières? On est ici, c'est là où ça a été inventé. Il n'y a rien. Moi, je suis cinéaste, je suis lyonnais, je suis cinéphile. On va se battre. Bon, donc moi déjà, je suis assez... Et puis à un moment, lui et Bernard Charder, à qui le film est dédié au début, qui avait créé Positif, et qui va être le premier directeur de l'Institut Lumière, et les deux vont m'adouber, moi, après, parce que tout ça est tombé sur moi. Et il dit, on va vous montrer un truc. Et là, il montre la sortie des usines Lumière en 35 mm. Je peux toujours dire que, pas de problème, je connaissais. Pas du tout, je ne connaissais pas. Personne ne voyait ces films-là. Et là, je suis complètement saisi en sachant que ça a été tourné à 50 mètres de là. Et voilà, et je ne suis plus jamais reparti. Eh bien, merci beaucoup. Merci, merci. Et merci à vous tous, merci aux gens du cinéma Palace.